Mesdames et messieurs, Excellences, chères sœurs, chers frères, Bavandimne, je vous salue. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui alors qu'ensemble, nous commémorons les nôtres disparus pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Il y a 31 ans, l'horreur a frappé le Rwanda. L'impensable s'est saisi de notre magnifique pays. Nos compatriotes, nos amis de toujours, nos références religieuses, nos voisins, des membres de notre propre famille, endoctrinés par des discours d'incitation à la haine, ont massacré les nôtres, sans pitié pour eux ou pour leurs enfants, parfois en bas âge, qu'ils laissaient derrière eux, ou même pour ces mêmes enfants. L'enfer s'est ouvert dans le cœur de nos compatriotes et ils se sont déchaînés sur leurs amis, leurs collègues, les membres de leur famille, comme s'ils avaient oublié le sens de tous ces mots. Ils ont succombé au lavage de cerveau auquel ils ont été soumis à travers la discrimination quotidienne et gratuite dont les Tutsis faisaient l'objet depuis de nombreuses années. Cette discrimination était présente à différents niveaux, à l'école comme au travail. En outre, à l'époque, l'identification en tant que Tutsi ou Hutu, identification figée et renforcée par la colonisation, était mentionnée sur les cartes d'identité. Lentement mais sûrement, l'humanité du Tutsi lui était reniée. Aujourd'hui, l'argument de la vengeance pour la mort du président Habyarimana, alors à la tête du pays en 1994, n'est plus audible. En effet, une telle opinion est un patent déni de toutes les discriminations que les Tutsis subissaient bien avant cette année-là. Et par ailleurs, elle ne justifie en rien la présence de miliciens entraînés et armés du Hutu Power qui étaient présents dans tout le pays. En réalité, ces faits sont la preuve manifeste du climat ambiant de haine et de peur dont les Tutsis étaient l'objet bien avant 1994. Par ailleurs, des tueries et massacres ponctuels avaient déjà eu lieu depuis 1959. Le génocide de 1994 a donc été le point culminant de tout le processus du projet d'extermination d'une partie de la population par le pouvoir qui était pourtant censé les protéger. Toutes ces observations concernant le génocide subi par les Tutsis en 1994, à savoir entre autres la division entre un nous versus un eux, l'identification tangible des appartenances, la discrimination, etc., coïncident parfaitement avec les différentes étapes d'un génocide telles que décrites par l'expert universitaire et activiste Gregory H. Stanton. Je vais vous citer les différentes étapes qu'il décrit concernant un génocide pour que vous puissiez vous représenter un peu. Et ceux qui ont vécu l'histoire, et comme lui-même il l'explique, les étapes n'arrivent pas l'une après l'autre, certaines peuvent arriver en même temps. Alors, pour commencer, il cite comme première étape la classification, c'est-à-dire diviser la population en un nous et puis il y a les eux. Symbolisation, donc les signes distinctifs, ce qui fait penser à l'usage des cartes d'identité avec un marquage identitaire. De la discrimination en étape 3, c'est-à-dire la privation de droits civils et politiques. La déshumanisation, ça veut dire le fait que les victimes sont assimilées à des animaux ou à des maladies qu'il faudrait éradiquer. En cinquième étape, l'organisation, c'est-à-dire la planification étatique ou par des milices de massacres de masse. En sixième position, la polarisation, ça veut dire la propagande extrémiste accentuant les divisions, élimination et l'élimination des modérés. En septième étape, la préparation, l'identification, l'isolement et la planification de l'extermination des victimes. En huitième position, la persécution. Elle peut prendre la forme d'expropriation, de déplacements forcés, de ghettos, de camps de concentration. À ma connaissance, on n'a pas vraiment connu ça au Rwanda, mais peut-être on
parle principalement du Rwanda aujourd'hui, mais du génocide en général. Et l'extermination comme 9e étape, c'est-à-dire ce que nous avons connu en 1994, des massacres considérés comme des purifications par des tueries, par les tueurs. Pardon. Et en 10e position, le déni. Dans son analyse, Stanton décrit le négationnisme comme étant l'étape ultime, donc la 10e étape d'un génocide. Dans cette période, les auteurs des massacres nient les actions, dissimulent la vérité et mettent en place des actes d'intimidation des témoins. Aujourd'hui, force est de constater que, concernant le génocide perpétré contre les Tutsis, avec des Judy River, des Charles Onana, ou plus près de chez nous, avec des ASBL comme Jumbo ASBL, nous sommes en plein dans cette dernière phase. Lorsque Gregory Stanton décrit les différentes étapes d'un génocide, il ne s'arrête pas seulement à la seule description. Il propose également des solutions pour combattre le génocide à chaque étape, donc une solution spécifique pour chaque étape. Je vais vous donner quelques exemples parmi ceux qu'il propose. Voilà. Par exemple, pour la classification en nous versus eux, il propose de mettre en place des institutions universalistes favorisant la cohésion sociale. Pour les discriminations, privation des droits civils, il propose de mettre en place des législations garantissant l'égalité des droits pour tous. Les problèmes de déshumanisation, il suggère la condamnation et la sanction des discours haineux. Pour la préparation, il propose de mettre en place de l'aide humanitaire, de l'intervention internationale, du soutien aux victimes. Concernant l'extermination, malheureusement, une intervention armée, rapide et massive et la création de zones de sécurité. Je pense encore une fois que les personnes qui ont vécu le génocide de 1994 ont vécu tout ce que je suis en train de dire de manière théorique, l'ont vécu en vrai. Et en dernier lieu, pour par exemple le négationnisme, le déni de ce qui s'est passé, il propose des procès internationaux, on les a déjà vus juste après le 1994, de l'éducation, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire, et bien entendu la commémoration. L'acte de commémoration de nos disparus et de rappel des faits véritables qui nous rassemblent aujourd'hui est donc une contribution non négligeable dans le combat contre l'idéologie génocidaire et les conséquences terribles auxquelles elle peut mener. Pour ceux qui veulent en lire davantage, je vous invite à consulter le site du musée de l'Holocauste de Montréal, qui est l'endroit où j'ai trouvé toutes les informations concernant les différentes étapes. Lorsque je pense au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, je songe à un conte d'un peuple qu'on appelle les Cherokees. C'est un peuple natif d'Amérique et il y a une histoire très connue, je pense que vous la reconnaîtrez. Donc il y a un chef Cherokee qui discute avec, c'est un vieil homme, il discute avec son petit-fils et il lui dit « Tu vois, cher petit-fils, il y a en moi et en tous les humains sur Terre un combat entre deux loups. Il y a le loup de lumière, c'est un loup qui est faible. Je vais commencer par le loup des ténèbres. Il y a le loup des ténèbres qui est fait de les pires choses qui peuvent exister chez un humain. Il est fait de haine, de mensonges, de sentiments d'infériorité, de sentiments de supériorité, de lâcheté, vraiment toutes les choses moches qui peuvent exister dans un humain. Et ce loup-là, qui est en chacun d'entre nous, se bat avec un loup, le loup de lumière, qui lui est fait du meilleur que peut posséder un humain. Il est fait de compassion, il est fait de la vérité, il est fait d'amour, il est fait de compassion. Et en chacun de nous, comme dit le chef, il y a ces deux loups qui se battent. Et son petit-fils écoute son histoire et il lui dit « Mais grand-père, dis-moi, c'est qui gagne? Quel est le loup qui gagne ?» Et son grand-père lui répond « C'est celui que tu nourriras. C'est celui que tu nourriras. » Alors,
Le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 a été une période durant laquelle la part de ténèbres, tout ce qui peut y avoir de cruauté et de lâcheté chez l'humain s'est exprimé. En voyant cela, on ne peut que comprendre pourquoi, tant pour ceux qui ont subi les conséquences du génocide que pour ceux qui l'ont exécuté, il est si difficile de retrouver le chemin vers la reconstruction, vers la lumière. Heureusement, dans le même temps, en 1994, le meilleur aussi s'est exprimé. La part de lumière, faite de courage, de sacrifice, de compassion, s'est exprimée également. Elle a pris forme à travers celles et ceux qui ont protégé les autres au risque de leur propre vie, à travers ceux qui se sont sacrifiés pour protéger les plus jeunes ou bien pour leurs enfants, en ceux aussi qui ont valeureusement libéré le pays de ce fléau. Cela me fait espérer en le fait qu'à la fin de l'histoire, c'est le loup de lumière qui l'emporte. Néanmoins, pour nous en assurer, comme recommande le vieux chef Cherokee, nous devons le nourrir en nous au quotidien. Pour lancer officiellement le début de ce moment de commémoration et continuer à nourrir le loup de lumière en nous, nous allons vous interpréter la chanson Amazing Grace. C'est une chanson qui porte un message de pardon et d'espoir pour le futur, avec des paroles comme The Lord has promised good to me. Donc, le Seigneur a promis le meilleur pour moi. Donc, ce qui est à venir est beau et l'avenir est beau. His word, my hope secures. Et le fait d'espérer, j'espère en le fait que demain, j'avance vers quelque chose de bien. Elle nous rappelle que la lumière ne meurt jamais, qu'il y a toujours de l'espoir, avec des mots comme I once was lost, but now I'm found. J'étais perdue, mais maintenant j'ai retrouvé mon chemin. I was blind, but now I see. Avant, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Cela me semble de bons messages à emporter avec nous tout au long de ce moment de commémoration des nôtres disparus. Et si le cœur vous en dit, je vous invite à joindre votre voix au nôtre.